Liban, de ce qu'il a fondé, surtout des vacances que vous passiez, vous partiez à la montagne en voiture, en famille. Alors j'ai beaucoup apprécié ce moment fondateur de votre vie. Vous avez été aussi, tout le monde le sait, un diplomate, un homme d'action. Donc le cœur du livre, c'est vraiment votre engagement dans la politique au cœur du XXe siècle. En tant que libraire, quand on lit le livre, évidemment, on est impressionné par le nombre de personnes que vous avez pu rencontrer dans votre vie. Quand j'ai lu que vous avez rencontré chez AD, Gide, Pierre-Jean Jouve, j'en passe, parce que la liste est vraiment impressionnante. Et puis, Ce ne sont pas des politiques. Non, mais c'est surtout cette partie-là qui m'a plu. Après, j'ai beaucoup aimé aussi, et c'est un peu le nœud de ces mémoires, le choix que vous avez fait du français. Parce que vous pouviez choisir entre l'anglais et le français, vous avez décidé de choisir le français, et tout au long de votre vie, vous avez défendu cette langue dans différentes instances et différents moments de votre vie. Et puis des souvenirs, des rencontres. Et à la fin de ce livre, ça termine un peu de manière, entre guillemets, pessimiste. J'ai l'impression que vous êtes revenu un peu des hommes et de tout cela. Pas des femmes. Pas des femmes. Cela dit, ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est que vous revenez, et finalement c'est une vie de poète dans le XXe siècle, XXIe siècle, et puis vous revenez dans votre village, et finalement le Liban se rappelle à vous aussi, puisque là où vous vivez maintenant, il y a une histoire aussi avec le Liban, et le Liban est très important dans ce livre. Que dire de plus, si ce n'est que j'ai été impressionné et que ce livre m'a touché. Je ne peux pas vous en dire plus. C'est beaucoup. Enfin, vous avez entendu le plaidoyer en ma faveur est éclatant. À vous de juger. Oui, donc, juste un mot à mon tour pour saluer, évidemment, d'abord vous remercier de nous accueillir. C'est une des librairies que l'on fréquente naturellement le plus quand on vit à Paris. Voilà, quand on se balade dans ce quartier, on vient chez nous. Je suis de ceux qui viennent souvent. Remercier Vincent Monaldé, le président du CNL, de son soutien, qui peut temps de le présenter, puisque le Centre national du livre soutient les livres et a soutenu particulièrement celui-ci. Donc je vous remercie, c'était pour nous important d'avoir ce partenariat avec vous. Alors ce livre, je ne veux pas le résumer parce qu'on ne peut pas le résumer, il faut se plonger dedans. C'est un livre immense par son importance déjà, c'est 600 ou 700 pages, mais immense par la traversée évidemment qu'il nous offre. Tout ça sous un titre léger, on a beaucoup cherché le titre avec Salah, évidemment. Quand on écrit des mémoires, on a toujours tendance à trouver des titres un peu pompeux ou un peu ronflants. Bah, alors on est allé vers un titre qui apparemment ne ressemble pas à Salah, mais en fait lui ressemble beaucoup, c'est-à-dire l'extravagance. Alors peut-être qu'il nous dira pourquoi d'ailleurs ce titre tout à l'heure. Quand on le connaît un peu, on sait que c'est un homme extravagant, mais c'est sa vision du monde, au fond, qui est résumée à travers ce titre. C'est un livre foisonnant, c'est un livre d'abord magnifiquement écrit, c'est un véritable livre d'écrivain, de grands écrivains de langue française, d'hommes qui, au-delà de la francophonie, qui est au fond un poète, un écrivain d'universalité. Parce qu'il n'est pas seulement question du Liban, il est question aussi du Maroc, il est question de l'Argentine, il est question de la France, il est question de la Hollande, il est question de tous ces pays où vous avez été, mais pas seulement comme diplomate, au fond, vous y avez été surtout comme écrivain et comme poète. Je ne voudrais pas qu'on retienne de ce livre trop la politique, au fond, alliée, mais c'est surtout un livre d'écrivains où les écrivains, en effet, sont mis à l'honneur. Il y a des magnifiques portraits de grands écrivains, un peu oubliés pour certains, mais grâce à vous, aujourd'hui, qui reviennent un petit peu à la surface, chez AD. Oubliés, mais inoubliables. Voilà. Genre chez AD. Et je parle sérieusement. Voilà, bien sûr. Et donc, voilà, au fond, on est en très bonne compagnie quand on lit votre livre. Donc, voilà, ce conseil que je vous donne, en tout cas, c'est de nous suivre, de suivre l'intuition que nous avons eue le jour où nous avons demandé à Salah de faire ses mémoires. Nous savions que nous aurions un grand livre. Voilà, nous avons un très grand livre. Voilà. Salah, alors pourquoi l'extravagance? Ah ben, je crois que Vincent si, Bon, deux mots alors, très bref. Pour insister sur le sujet sur lequel on n'a pas assez insisté à mon sens, c'est que c'est un livre de mémoire, mais Salah Stettier, c'est avant tout un immense poète. Et pour moi, c'est un des meilleurs poètes du fait que la vie est extrêmement fugace. Que ce qui est au fond, au bout de la vie, c'est la mort, qui en soi n'est pas un drame,
et que la seule chose qu'on peut faire, c'est essayer de retenir des choses, de les sauver de l'oubli. Vous écrivez, j'ai plus les mots exacts, mais que en fait la seule chose qui nous est donnée c'est la fumée pour écrire et que le vent balaye la fumée. Et que cette poésie-là, moi je la rapproche beaucoup de quelqu'un pour qui j'ai aussi une immense admiration, qui est Yves Bonnefoy. Parce que je crois qu'il y a un creuset commun sur la mémoire, l'oubli, le fait que nos vies sont des passages, bref, entre deux moments de néant, que c'est pas si grave au fond. Et quelque part aussi, vous écrivez que le grand écrivain, que l'écrivain moyen écrit face aux autres et que le grand écrivain écrit contre lui-même. Et il me semble que plus que contre vous-même, et ça ne veut pas dire que vous ne seriez pas un grand écrivain, vous avez écrit pour nous. C'est-à-dire pour que nous conservions un peu de la beauté que vous avez vue et que vous nous transmettez. Voilà. Donc merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Moi aussi, je voulais juste vous poser une question. Oui. Dans ce livre, quelle est la période de votre vie où, entre guillemets, vous êtes le plus amusé? Est-ce que c'était quand vous étiez à l'Orient littéraire ou c'est plus la carrière de diplomate et d'homme d'action? Vous savez, amusé, je ne sais pas. Je me suis beaucoup amusé dans ma vie. Mais en même temps, ce n'était pas le divertissement au sens pascalien du mot. C'était véritablement ce que définitivement Balzac a appelé la comédie humaine. N'est-ce pas? Mais que avant Balzac, un immense poète, qui est La Fontaine, a appelé cette ample comédie aux 100 actes divers et dont la scène est l'univers. J'ai regardé la vie comme un spectacle. Et j'ai vu que la vie, qui est un spectacle, puisque nous sommes là, nous sortons de la coulisse, nous jouons le rôle que nous pouvons, et puis nous rentrons ensuite, on ne sait où, dans la coulisse de nouveau, et probablement des coulisses définitives où tout et l'univers lui-même un jour finira. Alors j'ai surtout de la vie retenu cette espèce de vanité. Vous connaissez le titre d'un roman anglais célèbre, n'est-ce pas, La foire aux vanités. La vie a été pour moi véritablement une foire aux vanités. Et cela m'a surpris, m'a étonné, m'a diverti, et j'ai vu avec quelle sorte d'appétit les hommes courent derrière cela. Il y a une espèce de férocité dont la guerre n'est qu'un aspect, l'aspect évidemment le plus voyant, le plus terrible, etc. Mais il y a la guerre, il y a les petites guerres, il y a les ambitions rusées, il y a les ambitions dévastatrices. C'est ça l'extravagance. La vie est extravagante dans ce que j'ose à peine appeler son essence. Quand Sartre parle de l'essence, je crois qu'il exagère. À mon sens, l'essence existe peut-être dans la langue et qu'elle est l'autre présence du sens. N'est-ce pas? L'essence, c'est le sens. De temps en temps, on touche au sens et c'est cela l'essence. Et on ne peut toucher au sens que par la langue. Pas la langue écrite, mais la langue qui est cette ruche que nous portons en nous et qui est pleine d'abeilles. Le titre, donc, c'est cela. Nous avons cherché le titre ensemble et je lui avais proposé quelques titres. Vous avez proposé Mémoire d'outre-tombe. Non. Je lui ai dit, c'est un beau titre, un très beau titre. Mémoire d'outre-tombe, c'est pas mal. Non, je vous ai dit les
mémoire. Ah oui, Vous c'est sortez de la guerre du Liban, toute bombe. Il m'a dit chiche. Jean-Luc Barré m'a dit chiche, mais il n'a pas eu le courage d'aller jusqu'au bout, ni moi. Voilà, je voudrais donc remercier d'abord vous qui êtes là et qui faites preuve par votre présence de l'amitié que vous me portez. Jean Cortot, Naïm Katan, tous ceux qui sont là et tous ceux qui sont très proches de moi, par la pensée, ne fût-ce que par la pensée. Je voudrais évidemment remercier la ministre de la Culture qui a pris l'initiative de cette belle réunion dans une librairie, car dans quel lieu célébrer mieux un écrivain que là où il est chez lui? Librairie, c'est-à-dire avec tous ses complices, tous ses alliés qui sont là. Et non, c'est pas le diplomate, non. J'ai été, quand il a fallu, un très habile diplomate. Mais oui, mais là, je n'ai plus envie d'habiter. Je n'ai plus envie d'habiter. Et d'autre part, je voudrais vous remercier, monsieur le directeur du Centre national du livre, d'être présent, de me faire l'honneur d'être présent et d'avoir parlé de ce livre. Et quant à Jean-Luc Barré, bon, on a une histoire déjà de plusieurs années ensemble. Probablement aurons-nous une histoire de quelques années ensemble. On verra. On verra. J'attends que ça, mais... On verra. Je ne pense pas durer autant que je le voudrais. C'est quoi ça? C'est pour la suite des mémoires. Je signe. Voilà. Merci On vous laisse avec votre public. Merci beaucoup. Bon, mon bras, mon stylo et mon cœur. Ah, Naïm, tu l'as payé? Je l'ai payé.